Guten Abend, bonsoir, herzlich willkommen Bonsoir et bienvenue à ce webinaire de la Commission fédérale des questions féminines. On parlera donc de la participation des femmes à la transition numérique. Je m'appelle Bettina Friedrich, je suis responsable du secrétariat de la CFQF. Pour commencer, j'aimerais vous donner quelques informations d'un point de vue technique. Si vous voulez profiter de l'interprétation, vous le trouvez donc sur la liste de menus en bas à droite. C'est un globe. C'est là aussi où vous pouvez choisir votre langue. Cliquez sur l'icône du globe terrestre dans la barre de menu en bas à droite de votre écran. C'est là que vous pouvez choisir la langue préférée. Nous sommes soutenus par Newsroom Communication d'un point de vue technique. Si vous deviez avoir des problèmes techniques, n'hésitez pas à le dire directement au niveau du chat. Par Newsroom Communications. Si vous rencontrez des difficultés techniques, merci d'annoncer votre problème directement dans le chat. Grundsätzlich, wenn Sie inhaltliche Fragen En haben, principe, si vous avez des questions point de vue contenu, vous pouvez les poser directement dans le chat. On va faire de notre mieux pour répondre à un maximum de questions ce soir, mais peut-être on va aussi devoir faire une sélection. Vous avez reçu la présentation de Madame Collet avec l'invitation en allemand, donc tout sera enregistré et par la suite, vous saurez aussi télécharger cela. Voilà, avec cela, j'ai tout dit par rapport aux questions techniques et maintenant je donne à la parole à la présidente Yvonne Sherley. Oui, de mon côté aussi, j'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette soirée, ce webinaire. Je suis très heureuse de voir qu'il y a autant de personnes qui sont parmi nous ce soir. Et encore une fois, merci beaucoup que vous soyez là ce soir. Donc, la Commission fédérale pour les questions féminines est une commission extraparlementaire instituée par le Conseil fédéral pour 4 ans et il y a 20 membres. Cela semble être un peu beaucoup pour une commission, mais c'est dû à une bonne raison, c'est que environ la moitié des membres provient d'organisations. Donc, ce sont des sièges des organisations que les organisations peuvent elles-mêmes décider et le reste, ce sont des expertes dans le domaine de l'égalité. Quand la commission redémarre, ce qui était le fait en 2020, nouvelles élections, nouveau départ, il y a toujours l'objectif de mettre 2-3 priorités dans la période de législation. Et bien sûr, nous prenons position par rapport à certains thèmes. La nouvelle commission a, entre autres, choisi comme priorité le thème de la numérisation en lien avec les questions autour de l'égalité, en lien avec les femmes. Quels sont les effets sur les femmes? Et c'est bien donc notre thème et on voudrait l'approfondir. Cette soirée d'aujourd'hui va certainement y contribuer. Encore une fois, je suis heureuse de voir que vous êtes présents, participez, posez des questions et avec cela, je rends la parole à Bettina Friedrich, responsable du secrétariat. Merci beaucoup, Yvonne Sherley. Yvonne Sherley, tu l'as dit, donc la CFQF s'occupe des questions autour du numérique et notre dernière magazine Questions au féminin a également traité
ce thème. Il y a aussi un article de Isabelle Collet dans ce magazine autour des femmes dans l'informatique. Quel est le rôle des femmes dans la production de l'infrastructure numérique et pourquoi il y a une absence qui peut être problématique. Ce sont ces questions-là qui nous ont motivés à lancer ce webinaire. Je me réjouis d'ores et déjà de la discussion à venir. Et je salue cordialement Isabelle Collet, donc professeure à l'Université de Genève, Gérard André, conseiller national et entrepreneur, Myriam Berger, secrétaire centrale de Syndicom, du syndicat, Valérie Vuyera, entrepreneuse et cofondatrice de Nine Internet Solutions. C'est Margrethe Meyer qui va modérer les discussions et je lui donne volontiers directement la parole. Herzlich willkommen allen Teilnehmenden und ZuschauerInnen. Herzlich willkommen zu diesem Panel. Ich freue mich sehr darauf. Wir haben verschiedene Menschen auf diesem virtuellen Panel, die von verschiedenen Perspektiven auf das Thema sprechen können. Es sind etwa 100 Personen zugeschaltet heute Abend, trotz des schönen, warmen Frühlingswetters. Das freut mich insbesondere sehr über dieses große Interesse. Wir werden, wie gesagt, dem Thema ein bisschen uns annähern von verschiedenen Seiten. Die Schweiz ist, in der Schweiz ist die ICT, also die Informations- und Kommunikationstechnologie, eine Männerdomäne. Die Branche hat nur rund 15% Frauen in digitalen Berufen. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, warum das so ist. Aber weil es ja nicht eine Frontalveranstaltung sein soll, würden wir gleich mal austesten. Das ist eine interaktive Veranstaltung. Sie werden später noch die Gelegenheit haben, ganz viele Fragen zu stellen im Chat. Aber als erstes würden wir gerne mal eine kurze, ein bisschen ausprobieren. Wir haben ein Tool hier, das heißt Mentimeter. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon kennt. Wir würden mal die Frage stellen, was... Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Et je voulais savoir quels sont pour vous les obstacles les plus importants pour les femmes en informatique. Pourquoi, d'après vous, n'avons-nous qu'une quinzaine de femmes dans les métiers informatiques? Vous trouvez un lien et vous pouvez donc noter la réponse. Donc, il n'y a pas de modèle. Peut-on lire des stéréotypes, des clichés? Voilà, il y a déjà pas mal de réponses. Les horaires de travail? Il n'y a pas d'absence de modèle, des équipes uniquement masculines, culture de l'entreprise, un taux de 100% et un climat de travail qui manque d'attrait. Man's World, c'est un univers d'hommes. Faiblesse en maths, peut-on lire aussi? Des codes culturels. Bon, il y a plusieurs réponses, mais il y a un point qui se cristallise, donc les stéréotypes, les clichés, le manque de modèles et aussi le contexte de travail, l'atmosphère de travail. Et là, est-ce que ça bascule encore? Non, 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 il y a un clair gagnant. Une raison, c'est le manque de modèles, ou plutôt les stéréotypes. Ce sont les stéréotypes et les clichés qui ont la vie dure. Alors, il y a une personne qui se connaît pour ce qui est des raisons de cette situation. C'est Isabelle Collet. Elle est professeure à l'Université de Genève. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec la discussion, c'est Madame Isabelle Collet qui va maintenant prononcer son discours. Je lui donne la parole.
Bonjour. Je ne vois pas ma présentation. OK. Donc, normalement, je suis capable de la faire défiler. Parfait. Je démarre? Parfait. Bien, je suis donc Isabelle Collet, je suis professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Je suis informaticienne de formation à l'origine et je travaille depuis maintenant 20 ans sur ces questions de genre dans l'informatique. Il y a 20 ans, ma foi, ce n'était pas une question qui était très populaire. Et je reconnais que depuis ces dernières années, c'est vraiment devenu une question centrale. Et c'est pour ça que je suis vraiment très, très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui pour en parler à la CFQF, parce que c'est vraiment une question dont les femmes doivent se saisir, et en particulier les femmes féministes doivent se saisir également, mais aussi les femmes et les hommes de l'industrie du numérique. Alors, pourquoi si peu de femmes, mais surtout, comment augmenter la participation des femmes à la transition numérique? Peut-être le comment sera plus débattu dans la table ronde. Moi, je vais pour l'instant surtout vous parler du pourquoi si peu de femmes et pourquoi ce serait si important qu'il y en ait davantage. Alors, tout d'abord, je veux lutter contre quelques idées reçues. La première idée reçue étant qu'il n'y aurait pas de femmes dans le numérique, qu'il n'y en aurait jamais eu, et que finalement, s'il n'y en a pas, c'est probablement parce que les femmes ont un cerveau rose, alors que les hommes auraient un cerveau bleu. Alors, outre le fait que je doute de la couleur des cerveaux, je voulais vous montrer qu'en fait, des femmes dans le numérique, dans l'informatique, il y en a eu. Je dirais que jusqu'aux années 60, c'était même plutôt la programmation, du moins, une filière qui était considérée comme plutôt féminine. Mais je distingue bien la programmation, pas le matériel informatique. C'est que le matériel informatique, c'était les tâches de l'ingénieur, et là, c'était plutôt des hommes. Par contre, la programmation était une discipline considérée comme de peu de valeur, de peu d'intérêt. Il n'y avait pas de diplôme universitaire qui menait à la programmation. Les salaires n'étaient pas très intéressants. C'était un métier considéré approprié pour des femmes techniciennes, mathématiciennes souvent, et qui étaient finalement autodidactes en programmation. Alors sur ces images, vous avez les programmeuses de l'ENIAC, un des tout premiers ordinateurs qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale à faire du calcul balistique. C'était 6 femmes qui programmaient l'ENIAC et qui ont eu très peu de reconnaissance pour leur travail. Et à droite, vous avez Margaret Hamilton, qui est la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel et qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune en 1969, qui est devenu récemment célèbre à cause de l'anniversaire de l'alunissage. Et il y a un personnage Lego à son effigie d'après cette photo. Mais c'est pour vous dire que jusqu'aux années 70, en gros, la programmation était considérée comme une activité relativement féminine. Je vous dirai plus tard ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas eu de femmes en informatique, c'est donc faux. La deuxième idée reçue serait qu'il y avait des femmes, mais elles sont parties. Et je vais vous montrer qu'elles ne sont pas parties, qu'on les a poussées dehors. Sur cette image, vous voyez au premier plan un homme qui, en fait, pose. Il est là pour faire modèle sur la photo, il est habillé comme un soldat américain. Et derrière, en arrière-plan, vous le voyez moins bien, mais en arrière-plan, il y a 2 femmes sur sa droite qui sont des programmeuses de l'ENIAC. Et puis, au moment où les soldats américains sont rentrés de la guerre, eh bien, il a fallu trouver des places pour ces vétérans. Et cette photo est devenue ceci. C'est-à-dire, on l'a recadrée pour faire de la publicité pour les métiers d'informatique à destination des hommes. Et on a incité les femmes à quitter ces métiers pour devenir, par exemple, prof de maths. En simultané, des diplômes se sont ouverts dans les universités, des universités de sciences qui étaient essentiellement occupées par des hommes,
Et en Angleterre, par exemple, ces hommes nouvellement diplômés d'informatique sont devenus les chefs de femmes autodidactes qui, jusqu'à présent, programmaient. Et dans un certain nombre de cas, elles ont été soit licenciées, soit elles sont parties parce qu'elles avaient du mal à admettre que soudain, elles avaient un chef qui venait tout juste de sortir de l'école. Donc, si les femmes ont disparu, entre guillemets, de la programmation, ce n'est pas parce que soudain elles se sont mis à avoir un manque d'intérêt, mais c'est parce que leur carrière, qui était très intéressante au moment de la Seconde Guerre mondiale et qu'on a incité les femmes à venir, eh ben, soudain, elles n'ont plus intéressé personne. Autre idée reçue, il n'y a plus aujourd'hui de femmes dans le numérique. Eh ben, là encore, ce n'est pas vrai. Je vous emmène en Malaisie. Et en Malaisie, à la faculté de la capitale du pays, Kuala Lumpur, 40% de femmes en doctorat, une doyenne. Toutes les responsables de département sont des femmes. Autre ville, Penang, 65% d'étudiantes, 7 professeurs sur 10 sont des femmes, ainsi que la doyenne. Que se passe-t-il en Malaisie? Eh bien, en fait, la Malaisie nous permet de comprendre qu'on reconnaît le métier, le sexe d'un métier, au sexe des personnes qui les exercent. Il n'y a pas de bonne raison de dire qu'un métier est occupé par des hommes ou par des femmes. En Malaisie, l'informatique est considérée comme étant un vrai métier de femme parce que c'est un métier du tertiaire et non pas de l'industrie. C'est un métier qui est ni dangereux ni salissant, où la force physique n'est pas nécessaire, que l'on peut exercer de chez soi en gardant ses enfants. C'est donc un vrai métier de femme. Et si je compare avec le métier en soins infirmiers, infirmière, ben, si je le décris de cette façon-là, c'est un vrai métier d'homme. Salissant, dangereux, où on travaille la nuit et les week-ends, impossible de travailler à distance, c'est un vrai métier d'homme. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, le sexe du métier, on le construit. Quand on dit l'informatique, c'est un monde d'hommes, rien dans l'informatique ne caractérise ce métier comme masculin. D'ailleurs, à l'époque où il y avait beaucoup de femmes en informatique, on disait que les femmes étaient tout à fait douées pour la programmation parce que faire un programme informatique, c'est comme faire une recette de cuisine. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui montre bien aussi qu'on fabrique les stéréotypes au fur et à mesure qu'on en a besoin pour justifier un ordre social. On a besoin de femmes dans la programmation. L'informatique, on utilise un clavier, comme dans le secrétariat, c'est des recettes de cuisine. On a besoin de recruter des hommes parce que c'est des métiers prestigieux. L'informatique devient logique et mathématique. Alors, on en est où en Suisse actuellement? Ben, vous voyez, ce n'est pas du tout la Malaisie. Hein. Ça, c'est les HES en 2017. Informatique, 9% de femmes. Informatique de gestion, donc pas industrielle, où on pourrait dire c'est un peu plus du tertiaire. Bon, ben, ce n'est pas beaucoup mieux, hein, c'est 18% de femmes. Puis, je vous ai mis d'autres filières traditionnellement beaucoup plus féminisées. En fait, on voit qu'en HES, la mixité, la parité est exceptionnelle, finalement. Et l'économie suisse manque d'informaticiennes. En tout cas, c'est ce qu'annonce l'association paritaire qui gère les entreprises d'informatique en Suisse. 40 000 spécialistes demandés à l'horizon 2026. Seulement 15% de professionnels actuellement sont des femmes. 10% de diplômes en fin d'apprentissage, 15% d'étudiantes en informatique à l'EPFL, 13% à l'EPFZ. C'est minuscule. Ce sont des chiffres minuscules. Et parfois, on dit qu'il y a 30% de femmes dans l'informatique. En fait, ce 30%-là, c'est quand on compte les métiers de support, c'est-à-dire les ressources humaines, le marketing, la formation. Dans les métiers techniques eux-mêmes, ce sont des bien plus petits chiffres, vous voyez, entre 10 et 15% selon ce qu'on cible. Et si on est dans les métiers de pointe de l'informatique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, c'est encore pire. C'est là où les chiffres sont les plus bas. Alors, pourquoi c'est grave? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, ça marche comme ça depuis longtemps, ma foi, on pourrait continuer comme ça. Bon, en termes de justice sociale, c'est pas ça, mais finalement, les hommes font très bien le boulot. Alors, outre le fait qu'effectivement, il y a un problème en termes de justice sociale, c'est-à-dire que ce sont des métiers dans lesquels il y a de l'embauche, des métiers passionnants, dans lesquels il y a des belles carrières et qui excluent les femmes pour aucune bonne raison, c'est-à-dire le fait d'avoir un utérus n'a jamais
empêcher personne de programmer. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, il se trouve, et c'est probablement l'argument le plus important sur lequel il faut insister, si effectivement les femmes ont intérêt d'aller dans les métiers du numérique parce qu'il y a des carrières, le numérique a absolument besoin des femmes. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une transition numérique, un futur numérique qui se construit avec une population très homogène d'hommes blancs de milieux socio-professionnels favorisés. Et on ne peut pas du tout s'accommoder d'un futur numérique qui ne serait pensé que par une population aussi homogène. On est en train d'utiliser des données du passé pour construire la transformation numérique. Alors pourquoi je dis les données du passé? Parce que, par exemple, quand on utilise des textes pour la traduction automatique, la reconnaissance de textes, etc., on utilise les textes qui sont dans le domaine public. Actuellement, les textes du domaine public sont les textes qui remontent à avant les années 50. On est en train d'apprendre aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle, le rôle des hommes et des femmes dans l'Europe des années avant les années 50. Vous vous doutez bien que ce n'est pas très égalitaire et en termes d'origine ethnique non plus. La technologie, de toute façon, a toujours été, on peut faire un jeu de mots en disant une high-tech, c'est-à-dire une technologie du jeu. Je crée la technologie pour moi. Ce n'est pas récent, c'est-à-dire les pellicules photographiques déjà à l'époque étaient équilibrées et optimisées pour les visages des personnes blanches et pas pour les visages des personnes noires dont les contrastes rendent beaucoup moins bien. Le téléphone a été optimisé pour la voix plus basse des hommes que pour la voix plus haute des femmes. Donc cette technologie a toujours été plutôt optimisée pour le groupe dominant et aussi le groupe des personnes qui la développent. Et c'est quelque chose dont on ne peut plus se satisfaire aujourd'hui. Si vous tapez sur Google écolier et écolière, ben voilà ce que vous obtenez. Du côté écolier, vous obtenez des enfants qui vont à l'école, garçons et filles. Du côté écolière, ben vous obtenez des jeunes filles érotisées dans des tenues d'écolière. Clairement, dans les données, on a des biais de genre. Mais comment marche Google? Google ne marche qu'avec des statistiques. C'est-à-dire, statistiquement, quand on demande écolier, puisqu'on suppose que des écoliers peuvent être inclus, des écolières peuvent être inclus dans les écoliers, on a des garçons et des filles qui vont à l'école. Mais écolière renvoie davantage à des fantasmes masculins hétérosexuels qu'à des jeunes filles qui vont à l'école. Quelle image d'elles-mêmes les écolières vont avoir si elles vont sur Google, tapent écolière et espèrent voir des images qui les représentent. Ça, c'est la traduction automatique de Google, par exemple. Il y a des langues qui sont beaucoup moins genrées que le français. Alors, l'anglais, le finnois, le turc, plusieurs langues n'ont pas de pronom genré. L'allemand, par exemple, a un pronom pluriel, troisième personne du pluriel féminin, alors que le français a les deux, il et elle, alors qu'en allemand, on n'a qu'un seul, on n'a que sie qui est neutre. Quand on demande à la traduction automatique de passer d'une langue à l'autre, on voit qu'elle s'en sort très mal et que là encore, elle se base sur des stéréotypes pour faire sa traduction. Si je traduis du finnois au français sur la base d'un texte qui, normalement, est écrit entièrement neutre, ça donne « il est riche »,« elle est sexy »,« il a une super voiture »,« elle a un joli cul »,« il fait du sport »,« elle a mal à la tête », etc., etc. C'est-à-dire que Google Translate choisit statistiquement ce qui est le plus probable, et donc il juge plus probable qu'il est riche plutôt qu'elle est riche, ou elle est sexy plutôt qu'il est sexy, ou elle lave le linge plutôt qu'il lave le linge, etc., etc. Parce qu'il se base sur des données et des textes qui sont remplis de biais sexistes. Alors bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'être une femme pour se rendre compte de ces biais et pour en être choqué, mais ça aide. Ce qui veut dire qu'un peu plus de femmes dans la conception permettra de faire en sorte que ce ne soit pas un monde d'hommes dans lequel la transition numérique nous emmène. On aura davantage d'applications qui prennent aussi en compte les intérêts des femmes, comme par exemple le monitoring des cycles menstruels par les applications de santé qui ont mis beaucoup de temps à s'y mettre. Une reconnaissance vocale qui reconnaît aussi bien les voix d'hommes que de femmes,
une reconnaissance faciale qui reconnaîtra aussi bien les visages blancs que les visages noirs, parce que le problème d'homogénéité, ce n'est pas qu'une question de sexe. Des avatars stéréotypés, c'est-à-dire pas uniquement des jeunes femmes blanches, minces et sexy qui interagissent avec vous en tant qu'image de synthèse, etc. Et puis, il y a aussi une dimension très importante, c'est l'aide à la décision. Alors, je vous ai mis toute une liste d'exemples dans lesquels l'aide à la décision peut être biaisée, mais en fait, il faut se rendre compte que si on utilise les données du présent pour faire des prédictions, pour aider à la décision, comme par exemple, on prête plus souvent de l'argent en tant que banque à des projets portés par des hommes que par des femmes, on oriente plus volontiers des garçons vers les filières MINT à notes équivalentes que des filles, etc., etc., eh bien, si on demande à un algorithme de nous faire des prédictions, il va nous faire des prédictions en reflétant nos propres biais, c'est-à-dire l'intelligence artificielle est actuellement un magnifique révélateur de nos biais sexistes. Et si on n'intervient pas soit dans les données, soit dans la manière de programmer les résultats, on va continuer à perpétrer ces biais. Alors, parfois on dit que le problème, c'est parce que les femmes s'autocensurent. Comprendre, c'est un peu notre faute à nous, on n'ose pas. Alors, mais elle vient d'où cette autocensure? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, quand on regarde ce qui se passe de la naissance, en gros, à l'emploi, on s'aperçoit que continuellement, les filles, les femmes reçoivent des messages qui leur expliquent que le monde du numérique, ce n'est pas leur place. Alors, tout à l'heure, dans le nuage de mots, on a eu les stéréotypes, on a eu le manque de rôle modèle, des préoccupations scientifiques qui ne sont pas centrées sur les préoccupations des femmes ou des filles, des procédures d'évaluation avec des biais de genre, c'est-à-dire on n'estime pas la compétence identique chez un homme ou chez une femme, une pression des pairs. Les jeunes filles qui vont en informatique disent que leur copine leur dit « mais pourquoi tu vas en informatique t'es pas une geek, je comprends pas que ça puisse t'intéresser, etc. » Du sexisme et du harcèlement aussi, et dès l'école. Et c'est quelque chose qui est totalement inadmissible et dont qu'on ne devrait même plus signaler. Or, quand une fille s'oriente dans les filières du numérique, elle sait très bien qu'elle va être ultra minoritaire et que le vécu d'une personne ultra minoritaire, c'est pas neutre. C'est pas du tout le même vécu que ce que vont avoir les garçons. Donc, quand on fait la somme de tout ça, à la fin, effectivement, on constate une perte de confiance en soi, un faible sentiment d'efficacité personnelle, un sentiment d'illégitimité. Mais est-ce que c'est une autocensure ou est-ce que c'est une censure sociale? En fait, les stéréotypes, les rôles modèles, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence de la censure sociale. C'est-à-dire, si les femmes étaient nombreuses dans le numérique, on n'aurait plus ces stéréotypes. Parce que ces stéréotypes servent à justifier l'ordre social, à justifier le monde tel qu'il est. C'est ce que je vous expliquais au début avec le fait que la programmation était supposée être appropriée pour les femmes et ensuite plus du tout appropriée pour les femmes. On crée les stéréotypes après coup pour justifier l'ordre social. Donc en fait, lutter contre les stéréotypes, on n'en finit jamais. Lutter contre la censure sociale, c'est bien plus durable. Et si on arrive à transformer la population du numérique, les stéréotypes tomberont d'eux-mêmes et on oubliera même qu'un jour, on aurait pu dire « Non, mais les femmes, elles ne sont pas assez logiques, elles ne sont pas faites pour l'informatique. » Alors, je vous en ai mis quelques-uns de ces éléments de la censure sociale qui commencent tout petit. Les vêtements des enfants, les jouets et même… Alors, en haut, je vous ai mis le sol de ma pharmacie où on apprend aux enfants à se brosser les dents. Mais vous voyez, les enfants sont destinés à des parcours très différents. Vous avez Wilfried le bolide et Juliette la starlette. C'est-à-dire, même tout petit, même quand il s'agit juste de se brosser les dents, on leur trace des avenirs différents. Et puis ça, quand même, c'est une publicité des CFF. C'est un exemple même de publicité contre-productive. C'est-à-dire, on tente de montrer que sur ce travail avec des écrans, nombreux, les écrans d'ailleurs, on a des hommes et des femmes, mais non, on a un homme sérieux qui travaille et une femme en arrière-plan, jolie, qui le regarde en souriant. Le message qu'envoie cette publicité, c'est « Vous les hommes, venez au CFF, des jolies filles vous admireront ». Ça, c'est complètement contre-productif. Alors, quelles mesures incitatives? Alors, premièrement, non,
il ne faut pas peindre en rose la science pour espérer attirer les filles. Là, je vous ai mis un exemple de science peinte en rose et on comprend à quel point c'est absurde. C'est-à-dire, vous avez une planisphère normale, c'est-à-dire avec des océans bleus et des terres marrons, et de l'autre côté, vous avez une planisphère toute rose. Bon, alors évidemment, si c'est tout rose, on envoie un message très clair, c'est pour les filles. OK? Mais ça veut dire que l'autre qui est normal, devient pour les garçons. C'est-à-dire que si vous adaptez une science pour les filles, vous dites implicitement, la science générale, alors en fait, elle est pour les garçons, parce que pour que les filles comprennent la science, il faut l'adapter pour elles en la rendant plus mignonne, plus rose, avec des chatons, plus girly, etc., etc. Donc, on exclut les filles de la science qui en soi est universelle en fabriquant une science rose. Alors ensuite, il y a des mesures d'équité dont on va pouvoir parler tout à l'heure, des rôles modèles, du coaching, du mentorat, des concours non mixtes ou mettant les femmes en valeur, des réseaux féminins, des formations ciblées sur les besoins que l'on juge spécifiques aux femmes. Alors toutes ces mesures, évidemment, sont intéressantes et permettent d'aider les femmes. Mais je vais vous proposer ce petit schéma. Le premier schéma, parfois on l'appelle l'égalité, mais c'est faux. Ce premier schéma, c'est l'égalité des chances. On donne les mêmes chances à tout le monde de parvenir au même but. C'est par exemple quand l'école est devenue mixte avec les garçons et les filles dans les mêmes cours, dans les mêmes filières de promotion, dans les mêmes diplômes, etc. C'est le minimum. Seulement, vous vous rendez compte que l'égalité des chances ne suffit pas. On a des enfants parfaitement différents, parfaitement inégaux parce que la situation les rend inégaux. En soi, ils sont juste différents, mais la situation les rend inégaux. L'égalité des chances, ça ne suffit pas. Au milieu, vous avez l'équité. On mesure la taille des inégalités et on les compense au coup par coup. Alors ça marche, hein, effectivement, on gomme les inégalités, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dépendant du fait de pouvoir gommer ces inégalités. On est dépendant de pouvoir apporter des caisses aux enfants pour qu'ils puissent voir de l'autre côté du mur. Et puis un jour, on va vous dire, ah, il n'y a plus de budget pour les caisses. Ou bien on va vous dire, mais depuis le temps qu'on les aide, ils sont toujours pas égaux tout seuls. C'est de l'assistanat, on n'aide personne, il faut arrêter ce genre de mesures, on s'en sort jamais. En fait, ce que vous voyez dans l'équité, c'est que ça permet de compenser un système qui désavantage, mais ça n'enlève pas la condition même de l'inégalité. La troisième image, c'est l'égalité. On a toujours des individus différents, mais ces différences ne le rendent pas inégaux parce qu'on a enlevé ce qui crée l'inégalité. Ce qui crée l'inégalité, c'était le mur, ce n'était pas les individus eux-mêmes. Donc évidemment, l'égalité des chances, c'est indispensable. Bien sûr, l'équité, ça aide, mais idéalement, il faudrait enlever ce mur, pour avoir une égalité durable. Alors, il faut prendre donc des mesures systémiques. Alors, lesquelles? Alors, j'en propose un certain nombre. Des quotas, la lutte contre les stéréotypes, des constructions d'indicateurs qui vont permettre de piloter des politiques incitatives, des carrières féminines soutenues par les ressources humaines, pour faire en sorte, par exemple, que la maternité ne soit pas perçue comme une catastrophe indépassable qu'on n'aurait jamais pu prévoir, alors qu'a priori, c'est quelque chose de très normal pour une femme et pour un homme d'avoir des enfants. De la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail et à l'école, parce que si votre lieu de travail est un lieu dans lequel vous vous sentez en danger, il y a des chances que vous ne vouliez pas y rester. Donc voilà, un certain nombre de mesures, évidemment qui ne sont pas exhaustives. Et une fois qu'on aura résolu tout ça, j'ai une petite devinette pour vous. Regardez cette image. Sur cette image, on a voulu représenter toute la diversité humaine. Donc, ce sont, entre guillemets, des humains artificiels. Bon, en fait, ce ne sont pas humains du tout, hein. C'est des personnages de synthèse très réalistes, destinés à être des avatars pour interagir avec vous dans des applications numériques. Donc, on a voulu représenter toute la diversité humaine. Mais si vous voulez, sur le chat, dites-moi qui on n'a pas représenté. Attendez, j'ai perdu le chat, excusez-moi. Voilà.
Voilà, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'y suis pas. Moi, je suis une femme de plus de 50 ans avec des cheveux blancs, j'y suis pas. Les personnes handicapées n'y sont pas, les enfants n'y sont pas, et les personnes en surpoids n'y sont pas. Vous notez que les hommes avec des cheveux blancs ont un petit peu le droit d'être là. Il y en a un. Mais les femmes avec des cheveux blancs, ah non. Et puis les personnes pas considérées comme conventionnellement jolies n'y sont pas non plus. Donc vous voyez, quand on représente toute la diversité humaine, eh ben, en fait, il y a encore des choses qui sont tabous à représenter et on n'est pas tout à fait sorti de nos représentations et de nos stéréotypes, quand bien même on aura réalisé la mixité. Voilà, je vous remercie. Vielen herzlichen Dank, Isabelle Collet, für das spannende Input-Referat. Un grand merci Isabelle Collet pour cette présentation qui va certainement nous donner à discuter. Nous avons donc créé une base. Vous avez expliqué les grands problèmes et maintenant, avec cette discussion, on va plutôt chercher à trouver quelques solutions, quelques meilleures pratiques. Et certainement que les panélistes ont quelque chose à dire par rapport à ça, issu de leur pratique. Donc, ce que je viens d'entendre, ça me rappelle mon temps à l'école où le prof de maths disait clairement que les filles n'étaient pas fortes en mathématiques, alors que ce n'était pas le cas. Il y avait 3 qui étaient excellentes. Alors, on voit ici qu'il y a une inégalité entre les sexes qui va aussi se refléter dans les produits informatiques, dans les algorithmes même. Et puis là, on dirait cela va justement faire en sorte à ce que la technique, la technologie va montrer ce que font les producteurs de cette technologie et les autres ne sont pas représentés. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Valérie Vuillat, pourquoi ces stéréotypes sont aussi tenaces? On a donc ce biais qui est peut-être inconscient, mais pourquoi ces stéréotypes sont aussi durables? Et qu'est-ce que ça a à faire avec l'attractivité du lieu de travail, du contexte de travail? Eh bien, ce biais inconscient, voire cette partialité est quelque chose qu'on a tous et toutes. On a environ 11 millions de pièces d'information qui nous bombardent jour par jour et notre cerveau ne peut pas vraiment traiter tout cela. On fait des raccourcis pour qu'on puisse rapidement décider et pas réfléchir. Alors, on a donc cette partialité qui est vraiment nécessaire. Cela est utile au quotidien, mais cela va avoir des effets sur nos décisions, tout comme sur la société, car il y a bien sûr la diversité qui est traitée de façon sommaire. Je crois que la première étape consiste à devenir consciente de cela et à avouer que nous avons tous des biais. Et cette partialité n'est pas quelque chose que l'on peut juste mettre de côté. Non, on doit justement la contourner en créant des processus et des structures qui vont à l'encontre de cela. Lors du recrutement, par exemple, les annonces pour des différents postes de travail qui sont toujours écrits de façon très traditionnelle, de façon plutôt masculine. Généralement, on peut dire environ 70% des annonces sont plutôt écrites pour les hommes. Et point de vue image, vous l'avez déjà entendu, Madame Collet l'a bien dit, on utilise des images qui vont plutôt attirer les hommes que les femmes. On utilise des titres aussi. Par exemple, chef de projet ou ingénieur logiciel, etc., où il n'y a pas vraiment de titre au féminin. Et puis les textes eux-mêmes, c'est-à-dire on utilise plutôt un langage qui parle aux hommes et qui n'est pas attrayant pour les femmes.
Donc là, c'est certainement un levier simple que l'on puisse changer ces annonces de recrutement pour qu'il y ait un langage inclusif, pour que les femmes se sentent aussi attirées, qu'elles puissent s'identifier. Et là, on peut avoir jusqu'à 52% plus de postulantes femmes. Merci, Monsieur André. Vous avez vous-même créé une entreprise qui cherche à être un peu plus inclusive. Donc, c'est une société LIP qui est assez connue dans la branche. Vous avez eu des succès en recrutant de cette façon-là? Oui, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation et merci à Madame Collet. Je vous félicite de votre présentation qui était très intéressante. Et je crois que finalement, on se rend compte qu'il s'agit là de concepts culturels et rien n'est gravé dans la pierre. Pour nous, dans notre entreprise, il y a différentes raisons pour quoi on veut créer la diversité. Évidemment, il y a cette idée que on ne peut pas faire disparaître ces différences. Il s'agit là des questions de pouvoir. Donc, l'égalité devrait être de mise, mais il y a aussi l'avantage d'avoir une équipe diversifiée, qu'on puisse vraiment prendre en compte les différentes perspectives. Je suis convaincue que là, les solutions seront meilleures. Et c'est pour cela qu'on s'est posé la question, comment recruter ces talents diversifiés, qu'il s'agisse de femmes, des hommes ou encore autre chose. Enfin, donc là, je pense qu'on peut vraiment faire cela et il y avait une bonne motivation. Je crois que nous avons une entreprise qui est très riche. Je trouve notre entreprise cool parce que justement, il y a cette grande diversité. Nous aussi, on ne fait que cuire avec de l'eau. Nous aussi, on cherche des talents avec beaucoup de peine, comme toute la branche. Et à la fin, on est quand même content de trouver quelqu'un selon le poste. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est important pour nous en tant qu'entreprise. Pour résumer, donc pour l'entreprise, ce n'est peut-être moins l'idée de la justice sociale, mais c'est certainement la conviction que la qualité du travail, voire les produits sont meilleurs. Mais en même temps, dans le secteur informatique, il y a pénurie de personnes qualifiées. Environ 40 000 personnes qu'on cherche au niveau suisse dans ce domaine. Alors, on pourrait effectivement aussi penser aux femmes afin de répondre à ce manque de personnel qualifié. Myriam Berger, vous ne venez pas du côté des entrepreneurs, mais vous travaillez avec les entreprises. Donc, vous êtes avec Syndicom, le syndicat. Vous êtes responsable justement de cette branche informatique. Comment vivez-vous cette situation quand les membres de votre syndicat viennent vous voir par rapport aux stéréotypes, aux obstacles? Merci beaucoup. Madame Mayer pour la présentation, également Madame Collet pour ses impulsions. Et elle a certainement mentionné des points très importants. Pour nous, évidemment, en tant que syndicat le secteur informatique est quelque chose de très central, pas seulement par rapport à la pénurie de personnel qualifié. Non, c'est parce que les personnes qui font la programmation décident aussi comment le monde numérique va évoluer. Alors ça, ce sont des points importants et
Nous sommes donc les partenaires sociaux de ces entreprises informatiques et on se rend bien compte qu'il y a pénurie de personnes qualifiées. Alors, les syndicats vont surtout œuvrer pour les femmes partout où les choses sont dures, voire regressent, et donc c'est un thème important pour nous. L'informatique paye des salaires assez intéressants. Et donc, pour les raisons d'égalité salariale, il serait aussi souhaitable d'avoir plus de femmes dans le domaine informatique. Pour nous, en tant que syndicat, il y a bien sûr les conventions de travail collectif. Donc, il y a des standards, des normes minimales pour sécuriser en fait les conditions de travail. Malheureusement, le secteur informatique est plutôt jeune, donc n'est pas encore aussi bien organisé. Mais nous, chez Syndicom, on a déjà pu faire des CCT avec certaines entreprises, Local Search, Wagner SA, etc. Et nous sommes également en discussion avec d'autres entreprises et c'est bien dans notre intérêt de trouver un CCT dans la branche, car il ne suffit pas de mettre notre site web en rose une fois par an et dire waouh, génial, les femmes vont affluer. Non, il faut vraiment créer de bonnes conditions de travail pour tout le monde et quelque chose justement qui soutient l'égalité. Si je peux encore dire les points dans les CCT, donc il y a la discrimination sur la base du sexe et puis c'est quelque chose qu'on va donc fixer avec nos partenaires sociaux. Ensuite, égalité salariale, participation et conciliation entre vie privée et vie professionnelle. J'ai trouvé intéressant aussi, avec le multimètre, il y avait aussi le terme des horaires de travail qui est revenu régulièrement. Et je pense que quand on négocie les CCT, il y a aussi des règles importantes que l'on négocie concernant les horaires de travail, car en Suisse, 60% des femmes travaillent à temps partiel. Alors pour les hommes, ce chiffre s'élève à 18%. C'est aussi dû au fait, et Madame Collet l'a dit, qu'une grossesse ou une naissance ne doit pas être une catastrophe, non, tout au contraire. Les personnes qui ont déjà un salaire plutôt bas vont aussi faire plus de travail non rémunéré, le ménage, les soins, l'éducation des enfants et tout cela. Et c'est pour cela que les règles concernant les horaires de travail sont également un point très important dans nos négociations des conventions collectives de travail. Merci, Madame Berger. Nous sommes au cœur du sujet. On reviendra encore sur le thème du droit de travail. Madame Vieira, vous aviez dit en amont que la politique était trop lente, qu'il fallait donc aborder cela autrement, notamment en aidant les entreprises qui voudront faire autre chose. Comment est-ce que cela se fait? Eh bien, je peux peut-être revenir à ce que Myriam Berger a dit. Elle a mentionné qu'elle voudrait donc abolir la discrimination entre les sexes. Mais comment fait-on? Et je crois que cette approche qui consiste à changer les structures et les processus pour donner les mêmes chances à tout le monde, c'est quelque chose de très important. C'est là qu'il faut commencer et c'est quelque chose que l'on peut déjà mettre en œuvre aujourd'hui et il y a des entreprises qui le font. J'ai parlé des annonces de recrutement, mais ce n'est pas le seul obstacle. Il y a
aussi besoin de remplir le pool des talents, car là, nous avons justement cet homme blanc stéréotypé que l'on cherche. Madame Collet l'a mentionné, c'est quelque chose que l'on propose dans nos annonces, mais si on commence à utiliser un langage inclusif, alors on va s'adresser à des personnes différentes et il y aura moins de pénurie de personnel qualifié, car il n'y a pas nécessairement besoin que d'un diplôme de l'EPFL pour pouvoir travailler dans ce domaine. Ensuite, le processus de recrutement. Il faut arrêter d'uniquement écouter ses tripes ou bien de prendre des décisions dans des groupes. Non, il faut avoir des processus de recrutement qui sont extrêmement structurés et systématiques où le sexe ne joue pas de rôle pour que les stéréotypes n'aient pas une influence sur les décisions. Et j'y reviendrai encore. Donc, CV blinding, par exemple, c'est quelque chose que l'on fait habituellement aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de CV avec des images, avec des photos de la personne. Donc, le nom peut aussi être un obstacle pour qu'on n'invite pas quelqu'un. Il y a aussi l'âge, bien sûr, surtout pour les femmes. Quand elles ont entre 25 et 40 ans, alors chaque employeur se dit « Oh, elle va avoir des enfants » ou bien le nombre d'enfants, le statut, etc. Et tout cela va déclencher des images dans notre tête qui vont nous influencer. Et puis, pendant le recrutement, il y a souvent pas d'interviews structurées qui feront à ce qu'on pose les mêmes questions dans le même ordre à tout le monde. Non, on le fait selon qui est là, selon l'entretien qui se déroule. Alors, comment est-ce qu'on décide alors si je compare poire et pomme? Alors, comment peut-on avoir là une décision objective? Et ces processus doivent être faits de sorte à ce que justement ce biais soit le moins présent possible. Et les entreprises qui ont déjà mis en œuvre de tels processus parlent de succès. C'est effectivement utile car on est plus objectif au bout du compte. Je reviendrai volontiers aux structures à l'intérieur des entreprises parce que M. André l'a fait un peu différemment. Mais là, il y a une question intéressante dans le chat. Daniel Cotin. Et j'aimerais poser cette question à Isabelle Collet. Dans les ressources humaines, ce sont les femmes qui dominent et ont donc aussi une influence sur les annonces de recrutement. Pourquoi on ne le fait pas? Et si on formule cela de façon plus inclusive, est-ce que c'est utile alors que les femmes ne sont déjà pas là dans les professions qui sont dominées par les hommes? Isabelle Collet? Alors, bon, déjà, si toutes les femmes étaient féministes, une partie des problèmes serait résolue. Il y a une partie des femmes, et en particulier parce qu'elles ont réussi, qui ont du mal à admettre que la domination masculine existe toujours. Mais je prends aussi le problème pour moi. J'étais informaticienne à l'origine, j'ai fait mes études d'informatique sans problème, je suis rentrée dans les métiers de l'informatique et j'étais la première à dire, bon, il n'y a pas de problème, elles ont qu'à faire comme moi, quoi. Voilà. Et puis là, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de travail intéressant, pas de travail stable, et j'ai commencé à réfléchir à ces questions. Donc, c'était une fierté pour moi de me dire, je suis plus forte que ça, je suis plus forte que la domination masculine, les autres n'ont qu'à faire comme moi. C'est pas une bonne stratégie, mais ça peut protéger un temps. Il y a aussi le fait que les femmes, arrivées à un certain niveau de poste, sont extrêmement sous surveillance. C'est-à-dire, curieusement, on accuse rarement les hommes de se favoriser entre eux en cas de cooptation.
la cooptation semble être quelque chose de tout à fait normal. On reconnaît la valeur chez d'autres hommes et on s'invite entre soi. Alors, on appelle ça parfois des boys clubs. Mais entre hommes, on n'accuse pas les hommes de favoritisme entre hommes. Par contre, dès que les femmes détectent des potentiels chez les femmes et les favorisent, ça s'appelle soi-disant de la solidarité féminine et on a des doutes sur le fait qu'il se créera un entre-soi à l'encontre des hommes. Donc les femmes cadres qui font la promotion des femmes ou les aident sont sur des postes d'une part très exposés en tant que femmes et en plus suspectées de ne pas être objectives, alors que, somme toute, c'est quelque chose dont on n'a jamais suspecté les hommes. Par ailleurs, dans les biens inconscients dont on parlait tout à l'heure, femmes et hommes, à leur corps défendant, accordent plus de compétences à un homme qu'à une femme, d'où les CV anonymisés dont on parlait précédemment. Même si, bien sûr, ce n'est pas ce que je veux faire, il y a un biais voilà, très bien partagé chez les hommes et chez les femmes qui fait qu'on a plus de doutes sur les compétences des femmes. Et comme ça, il y a un certain nombre de procédures où c'est effectivement du ressort des ressources humaines de les réformer pour qu'on puisse avoir plus de mixité. L'écriture inclusive, les notations épicènes, comme on l'a dit précédemment, ça fonctionne. Et ce qui est paradoxal, c'est que les femmes vont dire « j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on m'aide, je suis pas une personne faible, je vais m'en sortir par moi-même, j'ai pas besoin de mesures spécifiques pour me soutenir ». Mais en fait, on s'aperçoit que quand ces mesures existent, de fait, les femmes postulent plus, viennent plus, font plus carrière, parce qu'en fait, on ne peut pas lutter seul contre une discrimination systémique. On n'est pas de taille, enfin, on n'est pas à égalité. On est complètement capable de se débrouiller pour sa carrière, mais par contre, à partir du moment où on est à armes égales, évidemment. Et là, en l'occurrence, on n'est pas à armes égales. Et excusez-moi, un des derniers éléments que je veux souligner sur cette question de ressources humaines, c'est la question de la négociation salariale. On a souvent dit les femmes gagnent moins parce qu'elles demandent moins. Bon, déjà, ça, c'est un argument catastrophique. C'est-à-dire, si effectivement une société constate qu'elle a une procédure structurellement discriminante envers les femmes qui serait l'entretien individuel d'évaluation, on négocie son salaire, à partir du moment où cette procédure est détectée comme structurellement discriminante, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire qu'on n'accorde pas des augmentations à la valeur ou à la compétence de la personne, mais à ses capacités à se vendre elle-même. Ce qui pour certains métiers peut se défendre, mais pour des métiers strictement techniques, a priori, ce n'est pas ça qu'on a besoin d'évaluer. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire les études qui montraient que les femmes gagnaient moins parce qu'elles demandaient moins sont plutôt des études des années 90. Les études faites depuis 2010-2015 tendent à montrer que les femmes et les hommes demandent autant, de la même manière et pour les mêmes raisons, mais que les employeurs accordent moins aux femmes parce que quand même, pour qui se prennent-elles ? C'est-à-dire, comme ils n'accordent pas la même confiance dans les capacités des femmes que des hommes, quand une femme demande autant, on se demande si elle n'est pas en train de se survaloriser. Donc, en fait, les femmes ont changé. Elles ont appris à négocier. Les employeurs, et à leur corps défendant éventuellement, les employeurs, pas tant que ça. Donc, quand on fait du soutien, du coaching aux femmes pour leur apprendre à négocier, en fait, on leur apprend à être meilleures pour avoir autant. Et ça non plus, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas très équitable. Donc, il y a effectivement, stratégiquement, un travail en termes de ressources humaines à faire dans les entreprises. On parlait du temps partiel. Effectivement, c'est un problème. Le temps partiel, dans un certain nombre de cas, c'est les femmes en solde. C'est-à-dire, beaucoup de femmes à temps partiel vous disent « je suis à 80%, ça veut dire que mon salaire est à 80%, mais pas mon travail. » Donc ça aussi, les congés de maternité. Vous voyez, par exemple, à l'Université de Genève, on a quelque chose qui s'appelle le congé sabbatique. On peut s'absenter en tant que professeur 1 an, tous les 7 ans, pour études. C'est-à-dire qu'on quitte l'université, alors pour faire des choses en lien avec notre travail universitaire, mais on n'est pas là. C'est parfaitement géré. Pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas de problème. Si on peut gérer un congé scientifique, on peut gérer un congé maternité. C'est même encore plus facile parce que c'est plus court. Donc, il n'y a pas de raison de voir le congé de maternité comme un accident indépassable.
si ce n'est des raisons misogynes. Also wir lernen Eh bien, kreative Lösungen. on apprend à ce que les solutions créatives sont les bienvenues. Vous avez parlé du fait que les femmes qui réussissent et qui sont une petite partie dans un domaine qui est dominé par les hommes, qu'elles sont plus observées, qu'elles ne doivent pas faire des erreurs, surtout quand il s'agit de positions cadres, un peu selon le slogan « Il n'y a que de la place pour une seule ». Et cela est aussi lié à des hiérarchies tout à fait classiques, des structures classiques dans les entreprises. Monsieur André, vous avez un exemple un peu différent. Votre entreprise, on ne peut pas dire que c'est encore une start-up après toutes ces années. C'était une start-up à l'époque, mais cela fait quoi, 12 ans? Et entre-temps, votre entreprise est une PME avec 200 collaborateurs et collaboratrices, mais il y a quelques années, vous avez changé la structure de direction dans votre entreprise. Oui, justement. Et je le décris volontiers, mais j'aimerais encore dire quelques mots par rapport aux négociations salariales. Est-ce que c'est OK, Madame Meyer? J'aimerais revenir à ce thème plus tard. OK, parlons maintenant de l'organisation de mon entreprise. Ce que l'on sent en tant que société est quelque chose qui est systémique, c'est ancré dans nos organisations. C'est ce système classique en pyramide qui cumule le pouvoir vers le haut, vers la pointe. Et c'est quelque chose qui est là depuis la révolution industrielle. C'était donc quelque chose qui était le plus efficace à l'époque. Mais cela a aussi fait qu'il y a quand même de grandes inégalités. À l'IP, nous avons laissé derrière ce système. Nous avons commencé à nous organiser de façon autonome il y a 5 ans. On a choisi un système holocratique, ce qui veut dire que le pouvoir est complètement décentralisé. C'est un système qui s'organise soi-même, qui permet une certaine autorité, mais pas de cumul d'autorité. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette question de carrière. Quel est un chemin de carrière? Quel est le pouvoir, etc. Et on peut redéfinir tout cela, car il faut aussi poser la question du sens. Nous avons aussi fait une très bonne expérience avec notre modèle, car nous sommes très agiles, nous pouvons très vite nous adapter parce que nous nous organisons nous-mêmes, mais également parce que nous voyons que les personnes peuvent mieux apporter leur savoir-faire. Alors, c'est donc vraiment cet aspect de comment on approche son travail. Maintenant, la carrière, l'État, le pouvoir. Quand on pose la question, on peut peut-être décharger tout cela, car quand le pouvoir n'est pas quelque chose qui se cumule, alors les salaires extrêmes ne sont plus justifiables. Nous sommes presque 200 collaborateurs et collaboratrices. On a un différentiel de salaire de 2,5, donc à partir de l'apprenti jusqu'au directeur. Vous vous rappelez qu'il y avait une initiative qui voulait donc limiter cela de 1 à 12. Donc, structurellement, on peut choisir une organisation qui ne répond pas au paradigme classique et là, il y a plein de nouvelles choses qui deviennent possibles. Et un thème qui me paraît particulièrement marquant, chez nous, tous les postes sont proposés à temps partiel et c'est assez facile à organiser. Donc, la part temps partiel entre hommes et femmes, là, il n'y a plus d'égalité chez nous. Donc, 55 à 60%
tout le monde travaille à temps partiel chez nous. Alors, quand on va un peu casser ces structures traditionnelles et on se pose la question, qu'est-ce que c'est la carrière? Comment est-ce qu'on divise le pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire l'État, etc. Alors, tout à coup, certains thèmes se relaxent. Tout à coup, il n'y a plus ces grandes discrépances, différences salariales. Il y a eu des périodes où la part des femmes, il y a 30% chez nous, mais il y a des périodes où il y a plus de femmes, relativement parlant, qui travaillent à 100% comparé aux hommes. Donc, cela change tout le temps et je trouve ça intéressant. Nous ne sommes pas représentatifs, nous sommes encore une jeune entreprise, une branche qui est peut-être un peu différente, mais je pense que on peut déduire, prendre comme exemple certains points. Donc, s'il y a une volonté, on peut y arriver. Alors, Madame Berger, vous avez parfois affaire avec des entreprises qui ne sont pas nécessairement d'accord de vouloir changer la donne, des entreprises comme Google ou d'autres qui n'ont pas de tradition syndicale. Comment est-ce que vous vivez cela? Comment est-ce qu'on peut forcer une entreprise à penser différemment? Est-ce qu'il y a besoin de contraintes ou qu'est-ce qu'il faut faire? Un point important ici est certainement la participation dans l'entreprise. C'est justement quelque chose que l'on négocie dans les CCT, que les représentants du personnel puissent influencer l'organisation de l'entreprise. On négocie également pour quel thème les représentants du personnel peuvent collaborer aux décisions. Et quand justement les employés sont impliqués dans ce processus pour décider de certaines mesures, alors tout ce qu'on décide est bien plus durable, surtout dans une branche où la grande majorité est masculine. Alors là, quand on introduit des mesures, il peut y avoir une opposition et il faut vraiment impliquer les employés dans ces décisions. Si le personnel lui-même peut même proposer certaines mesures, alors c'est bien sûr plus utile et plus efficace. En tant que secrétaire central, je peux aussi participer à de tels processus avec nos partenaires et on avait justement un cas récemment où les choses ne se sont pas très bien passées. C'était justement une question de recrutement. Comment est-ce qu'on peut recruter plus de femmes? Alors, on a discuté autour des quotas et pas mal de personnes ont pris peur. Alors, c'est pour cela que cette participation au niveau de l'entreprise est si importante. Donc, il faut aussi identifier les besoins à l'intérieur de l'entreprise et également élargir cela au recrutement. Les quotas, on en a parlé. J'aimerais rapidement faire un tour de table pour voir ce que vous en pensez avant que l'on prenne quelques questions du chat. Valérie Vuillera, est-ce que les quotas sont utiles? Eh bien, là, les avis divergent. Quand on regarde les pays du Nord, où il y a un assez grand équilibre entre hommes et femmes, on peut dire effectivement, les quotas étaient couronnés de succès. Un client de Wikiworks que j'ai aussi cofondé, on a donc conseillé un grand assureur et là, cette entreprise a également introduit des quotas. On a dit que chaque troisième poste informatique doit être pourvu par une femme. On l'a donc introduit il y a un an et cela vaut la peine car
On a changé les annonces, on a aussi changé les processus de recrutement, on a objectivisé tout cela et avec cela, on peut effectivement atteindre un quota. Je suis convaincue qu'un quota peut être utile pour amener plus de femmes dans le domaine numérique. Peut-être pas que c'est peut-être pas la solution à long terme, mais c'est certainement quelque chose qui accélère cette évolution. Et comme on l'a entendu, il est très important d'avoir plus de diversité aussi au niveau de l'informatique afin que les services, les prestations soient vraiment développés par des équipes mixtes et également pour que les entreprises puissent trouver du succès. Donc, le quota pour mettre en marche d'autres processus, pas en tant qu'objectif final, bien sûr. Dès qu'on a un quota, tout est bon. Non, on ne peut pas penser comme cela. Maintenant, j'aimerais bien voir le chat. Il y a quelques questions. Alors, quelqu'un a dit que les quotas sont très utiles pour lancer un processus, pour initier. Mais que faire s'il n'y a pas assez de personnes dans la file d'attente? Je veux certes un quota, mais il me manque des femmes. Peut-être qu'elles ne s'y intéressent pas. Que faut-il faire? Peut-être miser sur l'éducation plutôt, sur la formation. Ensuite, Christina Seiler qui dit il y a des efforts visant à changer les curricula, donc les formations, les filières aux études. C'est une question qui s'adresse à Isabelle Collet. Pendant la première année, pas uniquement enseigner les maths, mais aussi de travailler en projet. Qu'en pensez-vous? Donc, enseigner l'informatique telle qu'elle a lieu dans la pratique dans bien des métiers. Et élargir déjà cette notion dans les études, de ne pas trop se restreindre sur ce qui est purement mathématique et technique. Qu'en pensez-vous? Alors, je voudrais dire un petit mot sur la question du problème des quotas et du pipeline, où effectivement, on se dit en informatique, c'est extrêmement compliqué. Il y a si peu de femmes diplômées, comment satisfaire les quotas? Et souvent, on me dit, ça ne sert à rien de mettre un quota, on n'arrivera pas à le remplir. Ben, je ne sais pas, on va essayer déjà. D'autant plus que ça appelle. C'est-à-dire que si on se résigne en disant on n'y arrivera jamais, les études ne vont pas non plus être incitées à fournir. C'est-à-dire que si on a des entreprises qui veulent vraiment jouer les jeux de la parité, elles vont se tourner vers des écoles, elles vont peut-être faire des contrats, elles vont peut-être réfléchir à une reconversion interne de personnes, de femmes qui sont sur des postes qui ne les intéressent plus et qui migreraient volontiers vers le numérique. Elles vont peut-être inciter davantage les écoles qui vont être certaines de caser, d'envoyer en stage leur personnel. Enfin, mettre un quota, c'est aussi une façon d'amorcer une pompe. Pas seulement pour l'entreprise en aval, mais aussi pour l'école en amont. Après, je suis d'accord, le quota, c'est intellectuellement insatisfaisant, mais c'est pas cher et ça marche assez vite. Alors, pour venir sur ces questions d'enseignement, alors, plus l'enseignement est diversifié, je veux dire par là que moins il a l'air d'être enfermant sur mathématiques, informatique, mais plus il a l'air d'être ouvert sur d'autres disciplines connexes, et en informatique, des disciplines connexes, il y en a beaucoup. L'informatique, ça peut être de la logique, de la linguistique, et pas forcément des maths. Il y a de nombreuses disciplines d'informatique qui n'ont pas besoin d'un si bon niveau en maths que ça, mais un meilleur niveau dans bien d'autres domaines. Ça permet d'être plus attractif pour des filles. De toute façon, travailler en projet, c'est attractif pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Je pense que ce qui est aussi absolument fondamental dans beaucoup de ces écoles, c'est que les filles soient convaincues qu'elles y sont à leur place, qu'elles y sont attendues et que ce sera un safe space. C'est-à-dire qu'elles y seront bien et qu'elles passeront des études heureuses. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les bureaux de l'égalité qui ont fait des suivis et des études sur les pionnières, c'est-à-dire ces femmes qui étaient pionnières dans un certain nombre de métiers, qu'est-ce qu'elles sont devenues? En général, beaucoup d'entre elles, malheureusement, ne sont pas restées.
Parce qu'au bout d'un moment, ça les a usées d'être pionnières et cette ambiance trop masculine où elles devaient sans cesse faire leurs preuves, faire attention à comment elles s'habillaient, faire attention à comment elles parlaient, faire attention, ça les a usées. Bon, ben, les filles qui vont dans ces écoles, c'est aussi ce qu'elles anticipent, de voir passer une vie d'étudiante éventuellement très sympathique avec un tas de garçons très sympathiques et quelques garçons toxiques, ne voulant pas de leur présence et pas suffisamment de soutien autour d'elles. Donc, il y a un travail à faire sur l'attractivité des enseignements, mais il y a aussi un travail à faire sur l'attractivité de la filière en général. C'est-à-dire, ça devrait être totalement inadmissible, les plaisanteries sexistes, de la part des étudiants et des étudiantes, de la part des élèves et a fortiori de la part des enseignants. Also auch das Thema der Belästigungen. Donc, on parle aussi du sujet de l'harcèlement au niveau des hautes écoles et au travail. Myriam Berger, est-ce que ce sujet vous préoccupe au niveau des syndicats? Je sais qu'il y a des branches dans lesquelles l'attrait de certaines entreprises ou certaines positions peuvent en pâtir si, en tant que femme, vous devez en permanence subir du harcèlement. Ou est-ce que vous avez peut-être un autre avis? Est-ce que vous faites des observations différentes? Alors, je ne vous ai pas entendu purement acoustique, j'ai eu un problème de connectivité. Madame Mayer répète, Isabelle Collet vient de dire que la formation, les éducations, mais aussi les emplois doivent être un safe space, un arbre sûr pour les femmes et les filles, aussi pour ce qui est du harcèlement. Il faut peut-être agir là aussi pour que les filles osent se lancer dans un métier ou dans des études informatiques. Oui, c'est un argument essentiel. Dans les soi-disant branches masculines, comme l'éthique ou l'informatique, je pense que le harcèlement sexuel est vraiment un gros enjeu. C'est extrêmement dissuasif, bien sûr. Dans le cadre de la grève des femmes, nous avons lancé plusieurs initiatives, entre autres une enquête auprès de nos membres et auprès des employés de la branche IT, éthique. Plus de 60% des personnes interrogées, des femmes interrogées, indiquent qu'elles ont déjà été victimes d'harcèlement. Et il est important d'avoir non seulement des interlocuteurs externes, des personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner, mais aussi des formations pour les chefs, les supérieurs, pour que les collègues soient sensibilisés et sachent de quoi on parle. Voilà. 60%, c'est effrayant, mais c'est un problème parmi beaucoup. J'aimerais brièvement revenir aux négociations salariales. Je serai bref parce que le temps passe très vite et ensuite il y a quelques questions du chat encore. Alors, négociations salariales. Valérie Vieira, que dites-vous si on vous répond, eh bien, il faut que les femmes négocient plus durement quand on parle salaire. Oui, c'est un argument récurrent que les femmes, en fait, que c'est leur faute si elles ne touchent pas le même salaire que leurs homologues masculins. Que faut-il dire? Si les femmes agissent comme les hommes, avec la même conviction et la même confiance en elles, eh bien, elles agissent d'une manière qu'on n'attend pas d'elles. Parce que qu'est-ce que nous attendons des femmes? De la réticence, de la retenue dans les négociations. Et si elles osent, entre guillemets, on les punit. Soit elles n'auront pas l'emploi, ou alors, de toute manière, elles toucheront un salaire inférieur. Et c'est là que ça devient problématique et que le biais s'exprime encore. Que faut-il faire? Peut-être que Gérard André pourrait encore approfondir tout à l'heure pour dire comment eux, ils font pour ce qui est des salaires. À mon avis, il est primordial
de payer, de financer un rôle, si vous voulez, une fonction. Et la rémunération devrait déjà être claire en amont, sans qu'il soit nécessaire de négocier du salaire. J'étais PDG pendant 6 ans dans l'entreprise Chineta et nous avions plus de 60% de femmes dans le domaine recherche au développement et dans le poste où j'occupe actuellement, il n'y a pas de négociation salariale non plus. Il est évident dès le début comment on rémunère un rôle, comment on rémunère une fonction. Merci. Comment ça se passe chez vous, Gérard André? Valérie m'a déjà volé la vedette et c'était très impressionnant. Alors chez nous, nous avons notre système salarial avec des salaires individuels et ce système est transparent à 100%. Donc il n'y a plus de négociation non plus, comme Valérie l'a expliqué. L'enjeu n'est pas là. Qu'est-ce que cela veut dire un salaire? Eh bien, un salaire sert à rémunérer des qualifications, une compétence, une performance. Donc, ce n'est pas objet d'une négociation. C'est quelque chose qu'on peut définir par un processus de fixation des salaires. Et la transparence est un outil important. Donc, on peut reconstruire et comprendre et d'ailleurs voir qui touche quel salaire. Cela ne pose aucun problème chez nous. Il y a eu très peu de friction, je dois dire, lorsque nous avons modifié le système ou lorsque nous l'avons ouvert en quelque sorte. Nous avons toujours eu le souci d'avoir un système transparent et équitable. Mais il y a une raison qu'il ne faut pas sous-estimer. Notre entreprise, LIIP, harmonise les différences de marché. Qu'est-ce que j'entends par là? Quelqu'un qui a un apprentissage commercial, économie de gestion, ou alors plutôt informatique, haute école. Finalement, peu importe de quelle branche vous venez, les filières comparables, les compétences comparables et les qualifications comparables reçoivent les mêmes rémunérations. Donc, il n'y a pas de discrimination ni côté genre, ni côté métier. Nous allons très loin, mais nous avons un système assez égalitaire. Donc, franchir le pas vers une transparence totale, si vous avez déjà un système assez équitable, c'est quelque chose que je vous recommande. Et cela nous permet de savoir qui touche quel salaire, pourquoi. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller dans ce sens de la transparence. Donc, transparence salariale. Cela m'a fait penser à un exemple en Autriche où pour des postes, pour des annonces, il faut préciser le salaire de base. Le reste peut être négocié, mais on dit ça c'est le salaire de départ et pour le reste on négocie. C'est peut-être aussi une option. Une question encore. Nous avons beaucoup parlé de ce que pourraient faire les entreprises et les employeurs par bonne volonté, par leurs propres efforts, aussi pour ce qui est des quotas. Ensuite, quel est le rôle des pouvoirs publics et de la politique? Est-ce que des fonds publics devraient être liés à des quotas de femmes dans les universités? Ou alors, quand il y a des marchés publics, est-ce que l'adjudication doit être accordée aux entreprises qui représentent un certain quota, qui représentent une certaine idée de société? Donc, est-ce qu'il faut créer un lien à ce niveau-là, au niveau des marchés publics? Je pense que c'est peut-être pas trop mal de poser ces questions pour ensuite terminer en beauté. Valérie Vieira, je ne sais pas qui voudrait s'exprimer. Je trouve que c'est une excellente initiative. Aux États-Unis, on voit que les entreprises respectent des normes de diversity pour les achats, pour ne pas donner des mandats uniquement aux entreprises homogènes, pour ne pas donner des services
ou acheter des biens uniquement chez des entreprises homogènes. Et cette tendance se manifeste également en Suisse. Le mandataire vérifie aussi la composition des entreprises au niveau de la diversity. Madame Berger, je rajoute encore un point à ce que nous avons dit tout à l'heure, transparence salariale. Je trouve impressionnant et exemplaire ce que nous avons entendu, et c'est certainement un signe pour toute la branche. Si vous trouvez des entreprises comme nous l'avons entendu, et d'ailleurs Syndicom aimerait conclure un CCT pour la branche informatique en général, pour des entreprises petites et moyennes, les PME. Mais maintenant, pour revenir à la question du rôle de la politique, il ne faut en aucun cas faire des économies sur le dos des filles déjà dans la formation. Si vous voulez que les filles aiment les maths, etc., les branches MINT déjà à l'école primaire, il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est essentiel. Il faut susciter l'intérêt des filles, des jeunes femmes pour qu'elles s'intéressent aux branches MINT, pour qu'elles prennent confiance en leurs propres compétences. Et pour cela, je pense, il faut que l'enseignement s'oriente davantage aux réalités de vie des jeunes filles et des jeunes femmes. Il nous reste 5 minutes. Un grand merci. Je vois que quelqu'un aimerait aussi qu'on encourage davantage l'enseignement des MINT. Monsieur André, qu'en pensez-vous d'un devoir de transparence au niveau des salaires en une seule phrase pour résumer? Eh bien, de manière générale, je pense que si nous n'avançons pas en tant que société avec les articles de constitution que nous avons adoptés, nous devons serrer la vis tôt ou tard. Donc, je trouve juste de dire, voilà, qu'on crée une obligation. On peut commencer dans la douceur. Vous savez qu'il y a les entreprises qui apprennent, par exemple pour les entreprises qui forment des apprentis. Il y a des marchés publics et notre droit des marchés publics tient compte par exemple des critères de durabilité, de l'égalité sociale, d'une sorte de compensation sociale. C'est un aspect de durabilité, on peut en tenir compte d'ores et déjà. Alors pourquoi pas justement serrer un peu la vis et aller de l'avant en matière d'égalité hommes et femmes, sinon nous tournons en rond éternellement, nous l'avons vu ces derniers temps d'ailleurs. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? J'aimerais encore une fois faire jouer le Mentimeter et après cet entretien, après nos interactions, afficher le résultat des clouds. Donc, quelle solution vous semble la plus efficace après tout ce que nous avons entendu? Qu'est-ce qui est pour vous la solution la plus efficace? Les quotas. Ausbildung. Formation, éducation. Safe space. Safe space. Flexible Arbeitszeitmodelle. Modèle d'horaire souple. Ja, es geht um Arbeitszeitmodelle, flexible Modelle. Modèle d'horaire, horaire souple, formation. Mais je crois que le verdict est assez clair. Ce sont les quotas qui restent le vecteur, en fait, de l'égalité. Donc, je pense que les quotas ont encore des beaux jours devant elles. Un grand merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé, de votre collaboration active. C'était une très belle soirée et je remercie Madame Isabelle Collet, Myriam Berger
Monsieur Gérard André. Et maintenant, je donne la parole à Bettina Friedrich. Voilà, un grand merci, Madame Mayer. C'était des 90 minutes très intéressantes. Merci pour cette discussion, ces contributions. J'étais très contente de voir combien vous œuvrez tous et toutes à ce thème, à cette possibilité d'avoir plus de femmes dans le domaine informatique. Et j'ai aussi personnellement noté combien la forme de l'entreprise est décisive. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'était quelque chose que je retiens. La CFQF va bien sûr continuer à faire son travail. On va aussi présenter nos positions au niveau de la politique. On est intéressé à entendre vos positionnements, vos idées. Alors, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions pour nous et suivez-nous aussi sur Twitter si le thème vous intéresse. J'aimerais encore remercier Madame Mayer qui a donc fait la modération tout en gardant un œil sur le chat, ce qui n'est pas si évident que ça. Vous semblez être tout à fait professionnel. Merci Isabelle Collet pour ces belles bases qu'elle a construites. Également Madame Berger, Madame Vieira et Monsieur André pour les contributions. Également, merci aux interprètes, Madame Pickel, Madame Temnevo, qui nous ont accompagnés ces 90 minutes. Également, merci à Newsroom pour le soutien technique. Et tout à la fin, j'aimerais également remercier l'équipe de la CFQF, surtout Marcelique Hélène qui a préparé ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle soirée. Le soleil s'est couché, mais quand même, il y aura encore quelques jours de bon avec le soleil. Alors, je vous souhaite bonne soirée et merci beaucoup.